Avez-vous déjà entendu parler d'art génératif? De l'art généré par quoi? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Bien, l'art génératif, je dirais que c'est une histoire de sérendipité. Alors un bien grand mot qui veut dire que c'est une découverte qui est due au hasard. Et je dirais par là que l'art génératif, c'est vraiment une histoire d'artistes précurseurs qui ont vu dans les ordinateurs autre chose que des machines à faire des tableaux Excel par exemple. Moi je les appelle les premiers hackers. On a l'exemple de l'artiste hongroise Vera Molnár dans les années 60. Ces gens-là ont détourné les ordinateurs de leur fonction première. Ils ont fait transpirer les mathématiques et les algorithmes pour leur donner vie. Bonjour, je m'appelle Cyril Cossenza. Je suis tombé dans le monde des images numériques au début des années 80. Alors à l'époque, le terme ne faisait pas encore partie de notre vocabulaire, mais j'étais ce qu'on appelle maintenant un geek. Bon, aujourd'hui, je me sens beaucoup moins seul parce qu'on est tous un petit peu geeks sur les bords. J'ai eu une attirance très jeune pour les ordinateurs et la technologie, mais pour le côté artistique. Puis je vous dirais que des films comme l'incroyable Tony de Peltry, qui a été fait à Montréal par feu Daniel Langlois, tout ça, ça a fini par me convaincre et je me suis lancé dans des études informatiques axées sur le graphisme. Durant ma carrière professionnelle, j'ai été amené à développer des logiciels qui ont été utilisés dans plusieurs films. Vous connaissez sûrement Matrix, des dessins animés, vous connaissez peut-être Persepolis, et des jeux vidéo, vous connaissez certainement Assassin's Creed. J'ai aussi travaillé dans le domaine de l'imagerie médicale en relief, bref, tout un monde. Mais au fond, l'art génératif ne m'a jamais quitté. J'ai d'ailleurs eu la chance de faire mon premier stage en informatique dans les années 90 avec Sabine et Michael Porrada à Paris. Ces deux chercheurs qui utilisaient les nombres complexes ou dits imaginaires pour créer des formes architecturales. Alors oui, aujourd'hui on connaît bien mieux l'impact de l'informatique dans l'art, on parle d'ailleurs d'art numérique. La quasi-totalité des images ou des films sont faits ou sont traités par des ordinateurs. Au fond, même lorsque vous prenez une photo avec votre téléphone cellulaire, c'est traité par un ordinateur. Cependant, l'art génératif, ça va un peu plus loin. C'est la croisée des chemins entre divers concepts, comme on l'a vu. C'est la rencontre de l'imaginaire, des mathématiques, de la technologie, du hasard, et bien sûr d'un œil humain pour l'interpréter. Voilà un peu pourquoi j'aime et je fais des œuvres génératives. Si on prend Wikipédia et qu'on regarde la définition de l'art génératif, l'art génératif est une forme d'art créée à l'aide d'algorithmes, de règles et de systèmes informatiques. Cette pratique artistique exploite des algorithmes pour concevoir des œuvres se générant d'elles-mêmes ou non. Bon, ce qui est intéressant à mes yeux, c'est la suite. L'art génératif se caractérise souvent par son utilisation du hasard, de la récursivité, pour créer des œuvres uniques et imprévisibles. Imprévisibles, voilà ce qui me plaît. Et voilà ce qui me plaît dans la démarche. C'est faire de l'imprévisible avec du prévisible. Parce qu'un ordinateur ou un robot, ça se caractérise bien par cette rigueur dans l'exécution. Alors oui, aujourd'hui, avec les avancées de l'intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques, le grand public commence à être sensible, voire habitué à cette notion d'imprévisible. Pour une intelligence artificielle, on parle d'hallucination. Alors dans ma démarche artistique, l'imprévisible s'opère à deux niveaux. Premièrement, dans la génération virtuelle de l'œuvre, donc sur l'ordinateur, et deuxièmement, dans sa production, donc dans le monde réel. Donc premièrement, pour la génération visuelle d'une nouvelle œuvre sur l'ordinateur, je pars d'une inspiration, d'une idée, d'un sujet à développer. Puis je teste de nouveaux algorithmes, je génère des images, je change des valeurs, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui m'intéresse ou d'intéressant. En fait, c'est vraiment très souvent très différent de ce à quoi je pensais. Donc, c'est imprévisible. À un moment donné, je vais commencer à réduire mes changements, je vais laisser reposer, faire quelques séries. Ça commence à me raconter quelque chose. C'est d'ailleurs comme ça que je découvre régulièrement de nouvelles techniques ou des algorithmes, comme le bruit de Perlin. Alors oui, le bruit de Perlin. Le bruit de Perlin, c'est une technique pour faire des textures réalistes, comme de la fumée ou du feu. Ça produit des images assez organiques, je dirais. Et ces algorithmes, ils ont été mis en place par Ken Perlin dans les années 80. Et c'était pour le film Tron. Et ça aussi, j'ai découvert par hasard, en fait, après coup.
Bref, une fois que j'ai généré mes images sur ordinateur, que j'ai une série, eh bien là, il me reste à les imprimer ou du moins à les tracer, c'est différent, dans le monde réel. Pour ça, je vais commencer par faire des tests sur des feuilles de papier standard. Ça me permet de déterminer, entre autres, quel stylo, quelle épaisseur de la mine fonctionnera le mieux. Ça me permet aussi de régler la vitesse du bras et sa pression sur le papier. Il faut savoir que l'image qui est produite n'est pas faite de pixels. C'est une image vectorielle. Vectoriel, ça signifie que ce sont des suites d'instructions pour dire au robot lève le stylo, va à cet endroit, baisse le stylo, avance à une autre place, donc il fait un trait, lève le stylo, etc., etc., etc. Souvent, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais découper le dessin complet en plusieurs morceaux. Je me permets encore de réajuster un petit peu. Ensuite, comme je l'ai dit, je vais choisir un papier. Est-ce que je vais prendre un papier noir, un papier blanc, en couleur? Quelle va être la texture du papier, épais, gras, etc. Je dirais que moi, j'ai une préférence pour le papier noir, avec des stylos, de la peinture blanche. Puis là encore, l'imprévisible va s'inviter à chaque instant. Parce qu'on passe d'une image parfaite, qui est sur l'ordinateur, et chaque ligne, chaque point sur l'ordinateur est mathématiquement pur. Par contre, une fois dans le monde réel, tout peut arriver, et c'est ça que j'aime. Est-ce que le papier va accrocher à certains endroits? Est-ce que l'encre ne va pas couler pareil partout? Est-ce que la mine du stylo se met à éclabousser? Bref, autant de changements qui interviennent et qui font que chaque traçage devient unique. Au niveau de mon style, j'aime les lignes simples. Ça me ramène au dessin que je faisais quand j'étais enfant sur la plupart de mes cahiers d'école. C'était des formes en fil de fer, ce que j'ai appris qu'on appelait ensuite le wireframe en 3D. J'ai fait plusieurs séries sur les courbes de Bézier, sur le bruit de Perlin. Je me dis que c'est une façon de rendre hommage dans le monde réel à tous ces algorithmes, à toutes ces personnes en arrière depuis des décennies qui nous ont amenés jusqu'à des Pixar aujourd'hui. Car oui, derrière chaque personnage que vous voyez à l'écran, il y a des courbes de Bézier, il y a du bruit de Perlin. Donc pour moi, c'est un petit retour aux sources et une façon, encore une fois, de leur rendre hommage. Alors vous retrouverez un peu de tout ça au niveau des différentes œuvres que vous allez voir aujourd'hui. Des œuvres adaptées et faites avec passion pour les enfants et l'exposition d'aujourd'hui. Lorsque vous les regarderez, je vous invite à prendre de la distance. Mais vraiment, physiquement, regardez-les de loin et à vous rapprocher. Parce que l'imprévisible se voit de près, le prévisible de loin. En espérant que cela vous plaise tout autant que j'ai eu de plaisir à les faire. Bonne exposition.